Croissant Rouge, qui doivent répondre aux besoins domestiques en matière humanitaire en tant qu'auxiliaires de leur pouvoir public et qui finalement qui vont s'ancrer sur les territoires à travers ce principe du bénévolat au sein d'unités locales et sur tout leur territoire. Aussi parce qu'une action humanitaire plus locale, c'est ce discours émergent en 2016 au sommet organisé par l'ONU avec le concept de localisation de l'aide. Finalement, ce concept montre que si on doit l'inventer, il y a quelque part un problème structurel. Décembre 2020, c'est important. C'était important pour nous aussi de marquer le coup parce que c'est la première échéance de l'accord dit du Grand Bargain. Il y a notre collègue Pierre Micheletti qui annonce dans son dernier livre 0,03% là, qui vient de sortir que sur la cible des 20% de financements internationaux qui était vraiment l'objectif pour qu'il soit attribué aussi localement que possible, on n'atteindrait que 2,5% en 2020, ce qui est très loin des objectifs assignés. Aussi parce qu'on a ce terme d'acteurs locaux qui devient tellement employé qu'il peut en devenir générique et que finalement les sciences sociales sont présentes pour recadrer et recontextualiser le terme dans ces pays qui reçoivent le plus d'aide internationale. Alors, c'est vrai que c'est très concentré sur l'Afrique subsaharienne et sur le Moyen-Orient si on regarde les financements internationaux. Alors, on peut se poser la question local en opposition à international, local en opposition à national. Alors, est-ce qu'on parle là des bénéficiaires des programmes qui ont été trop longtemps mis de côté par une action d'urgence très complexe? Est-ce qu'on parle des OSC, des organisations de la société civile, des pays concernés, des pouvoirs publics, des villes et des collectivités locales? Et c'est vrai que là, on voit, alors que on a ces nouvelles formes de conflictualité qui compliquent la donne, finalement, remettre par exemple la notion de société civile en question en Afrique ou analyser les jeux d'acteurs locaux ont été avancés depuis longtemps par certains chercheurs comme par exemple Gauthier Pirotte ou Jean-Pierre Olivier de Sardan. Cette question aussi parce qu'enfin, les acteurs qu'on appelle locaux avancent, ils avancent vite et ils nous surprennent et que leur invisibilité pose parfois question. On peut penser aux diasporas, dans les transferts monétaires représentent plus de 400 milliards par an, donc bien plus que l'aide au développement, l'APD et l'aide humanitaire pris ensemble. Celle des avancées effectives sur la gestion des risques et des catastrophes. On sait que les communautés sont les premières à agir et finalement, les États sont de plus en plus aux manettes de ces réponses avec d'ailleurs des normes internationales qui les y incitent. Celle des innovations aussi sur les pratiques comme le transfert de cash qui transitent finalement plus directement de l'international au local, mais aussi du national au local dans le cas finalement d'un mélange avec des politiques publiques au Kenya. Et des innovations institutionnelles. On a par exemple les créations depuis quelques années de bureaux nationaux de coordination des catastrophes ou d'ONG humanitaires du Sud qui sont aussi des porteuses de l'économie sociale et solidaire. Donc les angles ne manquent pas pour montrer avec leurs perspectives et à l'aune de leurs travaux cet apport des sciences sociales. Nos 4 intervenants sont également connectés de loin, même si on ne le voit pas, mais vous êtes connectés de Tunisie. Aïssa, je ne sais plus où vous êtes parce que vous naviguez entre la Mauritanie, le Niger, la France en permanence, vous nous direz. Les Pays-Bas avec Dorothea et la France. Et merci pour cette disponibilité. Professeur Hilhorst, on va commencer par vous. Donc, c'est vraiment un grand honneur de vous accueillir dans cet instant recherche. Vous êtes francophone et francophile. Alors, je sais que vous ferez tous les efforts pour échanger en français, mais sentez-vous libre. On est libre dans cet instant recherche. Vous aussi, nos visiteurs, soyez libres avec les langues. Chacun doit se sentir parfaitement à l'aise dans ce débat. Vous êtes sociologue du développement, membre leader de la communauté scientifique des Humanitarian Studies. Vous êtes professeur d'aide humanitaire et de reconstruction à l'Institut international des sciences sociales à l'Université Erasmus de Rotterdam. Et vous vous intéressez particulièrement aux intersections entre l'humanitarisme avec le développement et les questions de consolidation de la paix. Donc, bienvenue Dorothea. Vous allez
échanger aujourd'hui avec 3 chercheurs lauréats de la Fondation. On accueille le docteur Aïssa Diarra. Aïssa, merci d'être avec nous. Donc, vous venez avec votre double casquette aujourd'hui de médecin et d'anthropologue. Votre expertise est centrée sur les enjeux politiques de la santé en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, je pense que vous maîtrisez parfaitement et dernièrement, vous travaillez beaucoup sur les problématiques de genre et de santé maternelle et infantile, spécifiquement dans les contextes de pauvreté. Et vous travaillez en ce moment à une grosse recherche entre Mali, Mauritanie et Niger. Nous accueillons également Arnaud Dandois. Donc, docteur Dandois, bienvenue. Vous êtes criminologue. Vous êtes aujourd'hui chargé de recherche au Bureau régional Méditerranée d'Avocats sans frontières Belgique. Vous avez mené, il y a quelques années d'ailleurs, avec le soutien de la Fondation, une étude qui explorait ces rapports un peu paradoxaux entre les acteurs humanitaires et la population locale haïtienne à travers les emplois domestiques, mais vous travaillez aussi beaucoup sur les contextes sécuritaires et sur le milieu carcéral. Enfin, docteur Alice Corbet, vous êtes également lauréate d'une bourse de la Fondation. Pour cette recherche, vous aviez réalisé une ethnographie vraiment essentielle, localisée, qui était sur les relations entre les agents de l'État et les acteurs humanitaires en Éthiopie. Vous êtes anthropologue, vous bénéficiez de près de 20 ans d'expérience de recherche sur l'humanitaire, les camps de réfugiés et de déplacés en Afrique. Vous avez beaucoup travaillé aussi à Haïti et vous êtes aujourd'hui rattaché au LAM, que nous connaissons tous, le laboratoire des Afriques dans le monde. Je présente aussi mon collègue Vincent Léger, parce que Vincent est aussi anthropologue, sociologue, spécialiste des personnes âgées et des populations en Afrique de l'Ouest et qui est chargé de recherche à la Fondation et qui va animer cet instant recherche. Professeur Hilhorst, vous êtes lauréate 2021 du prix de recherche honorifique de la Fondation Croix-Rouge française et du Fonds AXA pour la recherche. Pour nous, c'est vraiment un très grand honneur de vous attribuer ce prix. Ces prix sont vraiment pour nous une mise en lumière, non seulement de votre parcours exemplaire de chercheur sur les crises humanitaires, mais aussi d'universitaires qui tissent en permanence au cœur de ces terrains des liens entre les langues, les continents, les disciplines, le monde universitaire et les ONG aussi. C'est important parce que tout le monde ne le fait pas et je sais que pour vous, c'est un vrai combat. Je tiens à remercier aussi notre partenaire, le Fonds AXA pour la recherche et sa directrice Marie Bocotage pour cette collaboration sur ces enjeux, sur les risques et crises humanitaires. Pour nous, cet engagement est important, d'avoir des institutions, des organisations à nos côtés pour soutenir les chercheurs dans les pays les plus impactés par les crises. Alors Théa, je vous propose maintenant, je vais m'arrêter de parler, je vais vous laisser parler, mais avant, on va vous découvrir en vidéo parce qu'on a, pour vous présenter, on a pensé intéressant de vous présenter à nos auditeurs sous forme de portrait vidéo. Caroline, en coulisses, est-ce que tu peux lancer le film? On va essayer, parfois, c'est pas facile techniquement parfois de lancer sur le webinaire. On va engager avec vous. Et ce qui est frappant finalement dans votre parcours de 20 ans, c'est finalement ce que je retiens, c'est votre engagement et les convictions que vous placez au cœur de votre métier de chercheur. Est-ce que vous vous considérez comme un chercheur engagé? C'est la question, que vous... Oui, 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 ouais. oui, beaucoup, beaucoup. Je crois que chez nous, ici en Hollande, mais aussi international, on reconnaît bien que le style de recherche que je représente, c'est un style qui est toujours interactif. Je veux travailler avec les gens, peut-être même un peu activiste, pour voir comment la recherche peut contribuer au change dans le secteur humanitaire, mais aussi le change universitaire. D'ailleurs, vous parlez des doctorants que vous encadrez, cet encadrement des jeunes finalement. Vous considérez que c'est vraiment une priorité, même tout au long d'une carrière? Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait assez? Et finalement, quel enseignement ou expérience vous tirez de cet encadrement de jeunes dans des pays comme par exemple la République démocratique du Congo?
Oui, naturellement, il y a tout type d'éducation qui sont tout importants, mais moi, je me suis occupée de l'éducation tertiaire, on peut dire. Et alors, l'éducation que j'ai donnée, j'ai eu des candidats pour faire leur doctorat chez moi. Et moi, je trouve ça très, très, très important. Peut-être je suis un peu simple parce que moi, je pense toujours, bon, il y a l'échange, les politiques, les structures et tout ça, les objectifs, les rapports qu'on écrit. Mais dans la fin de la journée, ce sont les gens. Et alors, tout ce qu'on peut faire avec les gens qui sont maintenant leur doctorat, c'est eux qui vont faire le change là-dedans. C'est pas moi avec mes recherches, mes livres, mes rapports, mais c'est eux, les gens qui sont dans Mm, leur contexte et qui peuvent développer et donner de la change. mm. Et c'est très intéressant de voir, mais surtout à Congo, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont leur doctorat. Alors, il y en a un qui a fini son doctorat, c'était même dans la télévision nationale, que, il y a un autre docteur là en Congo. Alors, moi, je suis très contente que contribuer un tout petit peu dans la nécessité de vraiment avoir plus de gens, de professeurs, de chercheurs locaux. D'ailleurs, je pense on a certains collègues là, qui viennent d'avoir de votre équipe qui viennent d'avoir leur doctorat et on les félicite. Et d'ailleurs, je reviens à votre dernier thème un peu d'intérêt qui est d'analyser cette superposition des crises entre les conflits et les désastres. Et est-ce que, par exemple, sur cette question-là des conflits et des désastres, est-ce que c'est, par exemple, un défi qui est autant pour les sciences sociales que pour l'action humanitaire et finalement une manière de travailler ensemble et de s'apporter des choses les uns les autres? Ah bien sûr, j'ai choisi ce thème-là de les désastres dans les conflits aussi pour montrer clairement que tous les désastres, aussi que les répondre aux désastres, c'est politique, c'est très politique. C'est clair dans les questions, dans les cas de conflit, mais en fait c'est toujours comme ça. Alors je crois que c'est très important que les sciences sociales ils se concernent et vraiment montrent les politiques là-dedans parce que répondre aux désordres, c'est pas une question technocratique, hein. Ça semble peut-être, mais c'est pas du tout vrai. C'est très politique. Alors, il faut montrer ça, il faut analyser ça. Et là aussi, naturellement, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans un pays de conflit, mais qui néanmoins ont beaucoup de désastres à s'occuper et ils ne savent pas comment le faire. Alors maintenant, on a déjà une communauté pratique des gens qui travaillent au désastre dans les situations de conflit, parce que ça passe très souvent ensemble, hein. Je crois que 30% des désastres, enfin, sont dans les pays de conflit. Mhm. D'accord. Est-ce que c'est clair avec mon français ou est-ce C'est que parfait, vous bravo. voulez que j'explique encore une fois en anglais Non, non, peut-être? Ça va? c'est vraiment parfait. Non, non, merci Théa Merci. pour vos efforts. Mhm. Je pense qu'on va du coup maintenant laisser place au débat aussi et à la question de l'instant recherche. Vincent, je te laisse maintenant la main pour animer cette conversation entre tous les chercheurs. Merci Théa et moi je vais suivre vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en parallèle. Je les analyse. Merci. Merci Virginie, merci encore à tous d'être présents. Donc, nous allons débuter cette table ronde sur le thème du regard des sciences sociales sur une action humanitaire locale. Alors, j'aimerais commencer par une première question qui replace dans son contexte historique, alors un contexte assez bref, que je vous demanderai peut-être de développer ensuite, qui retrace un petit peu, qui replace dans le contexte historique ce thème de l'action humanitaire locale ou de la localisation de l'aide, comme on l'appelle, qui retourne au sommet humanitaire mondial de 2016, car dans le cadre de ces préparatifs, le groupe d'experts de haut niveau sur le financement humanitaire du secrétaire général des Nations Unies a cherché des solutions pour combler le déficit de financement humanitaire. Et dans son rapport intitulé « Trop important pour échouer, combler le déficit de financement humanitaire », il suggérait un grand marché ou une grande négociation, selon la façon dont on traduit le terme anglais de « grand bargain », entre certains des plus grands donateurs et organisations humanitaires pour aboutir à un engagement commun, à mettre plus de moyens entre les mains des personnes dans le besoin et à améliorer l'efficacité de l'action humanitaire.
Alors depuis, les signataires de cet accord, au nombre de 11 en 2016, 63 en 2020, travaillent à la mise en œuvre de 51 engagements répartis en 9 axes de travail thématiques, plus un axe transversal, parmi lesquels l'axe 2 intitulé « Davantage d'outils de soutien et de financement pour les intervenants locaux et nationaux ». Alors cet axe fait écho à une recommandation centrale dans ce rapport de ce groupe d'experts, appelant à des réponses, je cite, aussi locales que possible, aussi internationales que nécessaires. Et par ailleurs, un engagement des donateurs et organisations d'aide à investir davantage dans la capacité des organisations locales à travailler en complément avec leurs homologues internationaux. Alors, un des objectifs principaux, Virginie en a parlé tout à l'heure, est de fournir 25% du financement humanitaire mondial aux intervenants locaux et nationaux d'ici 2020, c'est-à-dire maintenant, ainsi que plus d'argent non affecté et un financement pluriannuel accru pour assurer une plus grande prévisibilité et continuité de la réponse humanitaire. Alors, la notion de localisation de l'aide, en anglais aid localization, a ensuite occupé une place de plus en plus importante dans le débat autour de l'aide internationale. Tout le monde en a entendu parler. C'est vraiment entré désormais dans le vocable courant des penseurs et des acteurs de l'humanitaire, résumant presque à elle seule, d'ailleurs, cette expression, la nécessité de réformer l'aide humanitaire et la réponse possible aux nombreux problèmes auxquels elle se heurte aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de discuter ensemble, notamment de ce qu'on entend par action humanitaire locale, des conditions d'une telle action, ou encore des observations que l'on peut en faire concrètement ici ou là, je voudrais vous demander de replacer ce bref rappel dans un contexte historique, politique, économique des relations Nord-Sud plus large, et ainsi donner un sens à l'évolution importante dont il semble témoigner. Donc ma première question sera celle-ci, et je l'adresse d'abord à vous, Dorothea. Comment les évolutions majeures de l'aide humanitaire ont-elles suscité ce débat sur l'action humanitaire locale et motivé ce désir de changement? Autrement dit, pour faire bref, pourquoi localiser l'aide? Merci Vincent. Moi, je crois que la localisation, c'est motivé par différents facteurs, hein. Ce n'est pas une histoire traditionnellement pourquoi la localisation. Et ce que je pense que ce qui est remarquable, ce sont les facteurs, on peut dire, positifs et négatifs. Du côté positif, je dirais, c'est l'apprentissage au sein du secteur. Et c'est vrai, hein, depuis 20 ans, il y a toujours les gens dans le secteur même qui disent, nous, on ne sait pas bien organiser l'aide, il faut vraiment travailler dans une autre façon avec notre partenaire. Et aussi, naturellement, les chercheurs comme moi, mais beaucoup d'autres aussi qui ont toujours dit, bon, l'aide, c'est pas bien organisé autour des capacités qu'on voit que les gens ont. Alors ça, c'est une chose. Pour moi, c'est très positif. L'autre facteur positif également, c'est peut-être que on peut voir, il y a de plus en plus de voix des communautés affectées. Et c'est eux qui font plaidoyer pour le changement et prendre responsabilité de leurs problèmes, on peut dire, hein. Mais comme j'ai dit, il y a aussi des facteurs négatifs. Et pour moi, un facteur négatif, c'est que le système était débordé par le niveau de la crise, surtout au moment de la crise syrienne. Et on peut dire aussi que le budget augmentait. Le budget annuel de l'aide humanitaire a aussi augmenté, mais pas au rythme des besoins. Alors, il y avait beaucoup plus de besoins que de budget à ce temps-là. Et peut-être aussi, on peut dire que, il y a une perte d'engagement politique à l'égard des responsabilités en droit international auxquelles des pays ont souscrit. On peut voir ça très bien dans mon pays, aux Pays-Bas. Il n'y a plus un engagement comme autrefois pour aider les gens qui sont dans les problèmes, dans les crises humanitaires. Et pour moi aussi, à cause des différents facteurs positifs et négatifs, il y a aussi, on peut dire, un caractère schizophrène dans la localisation. Il y a des choses qui sont dans la localisation qui sont très, très, très positives. On va en parler, j'en suis sûre. Mais il y a aussi des côtés qui sont un peu négatifs. Et on peut dire, de temps en temps, la localisation, ça me semble comme c'est l'abandonnement des gens qui sont vraiment qui ont des besoins de l'aide.
Je peux dire quelque chose sur le concept ou c'est déjà mes 3 minutes, Vincent? Qu'est-ce que tu penses? On peut revenir juste après, justement, peut-être D'accord, sur le d'accord. Je concept. laisse comme ça. Yeah. Merci, Dorothea. Alice, que pouvez-vous nous dire donc, Alors, l'histoire de l'humanitaire est ancienne et j'ai un peu peur de parler avec le prisme français, avec toute l'histoire qu'il y a pu avoir tiers-mondiste dans les années 70. Néanmoins, je pense qu'il y a eu un vrai renversement entre l'action humanitaire à l'époque, qui était une action assez urgentiste et où il y avait manifestement un rapport de domination entre ceux qui avaient l'argent, ceux qui avaient les formations et ceux qui avaient les moyens, qui étaient donc les pays du Nord, et notamment la France, qui allaient mener un travail pour des populations qui avaient un problème. Et au fur et à mesure des années, ces mêmes intervenants humanitaires du ou des Nord ont commencé à se dire qu'il fallait non plus travailler pour, mais travailler avec les populations. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est au stade où il faut peut-être dire que cette intervention doit être menée par les populations. Et c'est un peu ça, ce renversement très récent, puisque vous l'avez dit, c'est 2016, où finalement on se rend compte qu'une intervention humanitaire peut peut-être être faite par les personnes. Et c'est pourquoi je trouve qu'il y a un peu une ambiguïté avec le mot localisation, puisque si le mot localisation signifie on fait la même chose, seulement on déménage pour placer un hub en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, voilà, avec finalement les mêmes personnes ou celles qui ont eu les mêmes formations, ça peut être problématique. Quand d'autres personnes entendent la localisation, où ce sont les communautés elles-mêmes qui interagissent et qui travaillent pour elles. Donc il faudrait déjà, cette petite ambiguïté doit être résolue. Pour faire vite, je pense que l'humanitaire aussi a énormément changé. On sait qu'il y a la professionnalisation des personnes, énormément d'argent. Et il me semble que ce besoin de localisation a d'autant plus émergé que donc ceux qui avant étaient juste les récipiendaires de l'aide, ceux qu'on appelait les bénéficiaires, mais je préfère le mot récipiendaire, qui étaient un peu sans voix, ont commencé à parler. Que ce soit par le biais des médias, et ça s'est particulièrement su pour Haïti, où des gens ont dit mais c'est super, vous avez mis plein d'argent, mais on ne l'a pas vraiment vu et ça n'a pas été très bien fait. Donc c'est une voix qui a pu émerger, ou que ce soit de la part d'États. Et là, je pense au tsunami qu'il y avait eu dans l'Asie du Sud-Est en 2004, où il y a certains États qui ont commencé à dire, qui avant étaient récipiendaires, et certains États comme l'Inde, le Bangladesh ou d'autres États, et ça se voit aujourd'hui de plus en plus avec le Pakistan, etc., qui commencent à dire on n'a pas besoin de vous, on est capable nous-mêmes de régler les problèmes. Donc, tout cela explique le basculement vers la localisation qu'on observe aujourd'hui et cette nécessité qui, pour moi, n'est pas seulement un besoin de faire émerger les récipiendaires, mais aussi une conséquence d'une remise en cause sur la raison d'être et le fonctionnement des ONG qui n'avaient pas tant bougé depuis les années 70. Merci. Arnaud, je vous passe la parole. Merci Vincent. Donc, pour moi, une des raisons qui suscite cette volonté d'une action humanitaire locale, c'est une perception d'abord d'un espace humanitaire qui se détériore. Pour répondre à cette situation, beaucoup d'ONG ont décidé de piloter leur opération à distance. Donc, on a l'équipe expatriée qui s'occupe essentiellement des aspects stratégiques, qui supervise le personnel local, qui, lui, va prendre en charge les gestions courantes de la mission. Je pense que vous connaissez le concept, on appelle ça le remote control, le remote management. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ce processus de localisation de l'aide est implicitement, mais directement favorisé par la montée en puissance d'une rhétorique sécuritaire qui, elle, s'est développée depuis plus longtemps que ça, depuis, je dirais, le milieu des années 90. Au niveau de l'efficacité de cette stratégie, on peut se poser des questions. La prise de distance des expatriés par rapport au lieu d'intervention, par le biais notamment du remote management, entraîne finalement un transfert de risque des acteurs internationaux vers les acteurs nationaux. Si on regarde les chiffres sont assez éloquents. On a le Humanitarian.com qui fait le monitoring des accidents vécus par le personnel humanitaire. En 2010, 41 staffs internationaux étaient tués pour 209 staffs nationaux. En 2019, le chiffre est de 27 staffs internationaux pour 456 nationaux. Pourtant, il est rare qu'on reconnaisse les risques accrus qu'encourt le personnel national. Un rapport du groupe URD rappelait justement qu'en cas d'incident sécuritaire, les acteurs locaux ne jouissent pas toujours de la même protection ou des mêmes solutions que les acteurs internationaux. Cette différence de traitement peut être perçue comme une injustice et soulever d'importantes
questions éthiques. Mais au-delà de ces questions, moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est là, je pense, un des intérêts des sciences sociales, c'est de rappeler que la perception d'un espace humanitaire qui se réduit relève davantage d'une construction sociale plutôt d'une réalité qui est étayée scientifiquement. En fait, de tout temps, les humanitaires ont été pris pour cible. La localisation de l'aide à travers le remote management révèle, selon moi, une crise de confiance plus profonde au sein du système humanitaire depuis la fin de la guerre froide. On appelle à travailler sur les conflits, non plus dans les conflits, notamment en assurant une plus grande cohérence entre humanitaire, développement et droits humains, ce qui a contribué à brouiller les frontières du champ humanitaire et à provoquer ce que les sociologues appelleraient une panique morale ou une situation d'anomie. En fait, cette panique s'est cristallisée autour de la question sécuritaire et a des vraies conséquences réelles sur le terrain. Un fossé qui continue de se creuser entre les acteurs internationaux et les acteurs nationaux. À côté du remote management, on parle de la bunkérisation, d'une stratégie de l'évitement. Donc, sous cet angle précis de la sécurité, on abordera d'autres angles plus tard, le processus de localisation aboutit finalement à couper plutôt les acteurs internationaux des acteurs locaux et à préserver une forme plutôt d'entre-soi. On pourra aborder, comme Dorothea l'a souligné, les aspects un peu plus positifs de la localisation de l'aide, mais c'était pour moi important de mettre cela en évidence. Aïssa, je vous passe la parole et puis ensuite, je vais peut-être revenir vers Dorothea si vous voulez réagir aux dernières interventions. Aïssa, je rappelle que vous, comme l'a dit Virginie, vous êtes affiliée au LASDEL, ce laboratoire nigérien de référence qui est spécialisé notamment dans l'étude des sciences l'anthropologie du développement, et donc vous êtes aux premières loges de l'évolution aussi des rapports entre les acteurs humanitaires internationaux, locaux et les populations bénéficiaires dans cette région d'Afrique. Merci Vincent. Je pense que le monde de l'humanitaire n'échappe pas au problème de l'implementation gap, qu'on soit en présence de projets humanitaires ou de développement. Les populations, qu'on soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso ou je sais pas, en Mauritanie, ces populations ne font pas de différence entre ces différents projets. Elles se sont appropriées d'ailleurs le terme de projets dans les langues locales. Ces projets subissent comme tout dispositif d'aide l'épreuve des contextes, c'est-à-dire les acteurs locaux vont contourner souvent et démanteler les projets. Donc, nous l'avons observé lors de la famine de 2005 au Niger, qui a fait l'objet d'une recherche par le LASDEL. Et dans ce contexte-là, l'aide a été détournée à la fois par les élites et les bénéficiaires. Les résultats d'autres travaux, il faut le dire, ne manquent pas d'analyse pertinente sur les diverses formes d'écart entre les projets en théorie et la mise en œuvre réelle. Alors, ce projet d'appropriation par les acteurs locaux produit de nombreux effets inattendus et témoigne de ce déséquilibre entre acteurs locaux et internationaux, tant sur la conception et l'élaboration des interventions que sur leur financement. Je pense que la problématique de la localisation vient en fait en réponse aux échecs des interventions standardisées qui s'empilent les unes sur les autres sans qu'elles apportent des changements dans les milieux d'intervention et elles sont en décalage avec, comme on le sait, avec les contextes locaux. Merci. Aïssa, je voyais, vous vouliez réagir aux interventions. Vous souhaitez compléter Dorothea, pardon. Yeah. Merci Vincent pour me donner encore une fois la parole. Et pour moi, je crois que la réaction, c'est très intéressant. Et il y a beaucoup des arguments que j'ai entendus et je suis d'accord avec tout. Mais on va aussi là, dedans, encore une fois, illustrer ce que j'ai nommé la schizophrénie de localisation. Parce qu'Arnaud, il a raison.
il y a des transferts de risques, c'est très dangereux, les choses comme ça. C'est une réalité très, très, très forte. Mais Aïssa, elle aussi a la raison, c'est une réaction sur les échecs humanitaires et c'est une façon comme des acteurs locaux peuvent approprier la réponse humanitaire. Alors pour moi, ça c'est très intéressant, hein. Et aussi merci à Alice pour raconter le rôle des États nationaux là-dedans, hein, qui sont assez assertifs maintenant. Je crois qu'on va en parler, hein. C'est qui le local? C'est l'État, ce sont les acteurs. Je crois on va Exactement. revenir à cette question-là, hein. Yeah. Tout à fait, tout à fait. Merci Dorothea. Donc, justement, voilà, on emploie tous un terme localisation depuis le début, mais peut-être qu'il serait intéressant de s'arrêter un petit peu dessus pour comprendre exactement de quoi on parle. Alors, précisément, si je puis dire, la localisation de l'aide est généralement définie comme un processus collectif des différentes parties prenantes du système humanitaire, donateurs, organismes des Nations Unies, ONG, qui vise à ramener les acteurs locaux, autorités locales, sociétés civiles, au centre du système humanitaire avec un rôle plus important et plus central. En plus de permettre une réponse humanitaire plus efficace et performante, l'objectif à long terme de la localisation est de renforcer la résilience des communautés touchées par la crise en établissant des liens avec les activités de développement. Cela dit, il y a assez peu de consensus sur ce que signifie une réponse véritablement locale, entre guillemets, en théorie. Et d'ailleurs, la traduction du mot anglais « localization » dans d'autres langues comme le français, d'ailleurs, ajoute parfois de la confusion. Et en pratique, cela peut prendre des formes très différentes aussi, des partenariats plus équitables entre les acteurs internationaux et locaux, un financement plus accru et aussi direct que possible pour les organisations locales, un rôle plus central des acteurs locaux dans la coordination de l'aide, etc. Alors, en fait, il semble que le projet de localiser l'aide a fait apparaître au moins deux courants de pensée assez différents, et j'ai l'impression qu'on les a déjà un petit peu entendus dans les interventions précédentes, chacun d'eux cherchant à promouvoir sa conception de la localisation selon des arguments bien distincts. D'un côté, la localisation est vue comme un projet de renversement des rapports de pouvoir, un moyen de rééquilibrer les relations entre acteurs internationaux et locaux dans l'organisation de l'aide. Cette volonté de déplacement du pouvoir vers les acteurs locaux se traduirait notamment par un déplacement du contrôle des ressources financières, bien sûr, et de la décision. Les tenants de cette approche font souvent le constat d'une situation oligopolistique du secteur de l'aide, fonctionnant sur un modèle assez uniforme et mettent en avant la nécessité d'une désoccidentalisation de l'aide. Pour d'autres, la localisation est conçue comme une réponse aux enjeux d'efficacité de l'aide et un moyen de diminuer les coûts de transaction. Elle apparaît alors comme une forme de désintermédiation de l'aide consistant à contourner les ONG internationales pour éviter le poids de leurs coûts de transaction. Il s'agit avant tout de trouver un meilleur rapport qualité-prix dans la distribution de l'aide. Alors, dans le débat autour de la localisation, ces deux approches, et même autour de voies alternatives, semblent coexister et s'entremêler largement, même si chacune amène à des raisonnements et des compréhensions bien différents quant à sa mise en œuvre effective. Quoi qu'il en soit, et Alice l'a dit aussi tout à l'heure, il pourrait être très tentant de penser la localisation de l'aide comme une dynamique homogène qui se traduirait de la même manière partout pour tous les projets et tous les partenaires et qui imposerait les mêmes normes, standards et procédures aux acteurs nationaux et locaux. Or, cela serait susceptible d'entraîner une perte de diversité, de créativité pour faire les choses autrement et donc de complémentarité. Alors, pour vous redonner la parole, Théa, j'aimerais vous demander, au-delà du slogan qu'on a tous entendu, des réponses aussi locales que possible, de quoi parlons-nous précisément? Autrement dit, que s'agit-il de localiser exactement? Et est-ce que tout le monde parle et cherche à localiser la même chose quand il est question de localisation de l'aide? Je vous repasse Merci. D'abord, peut-être permets-moi de dire un petit peu, parce que tu as parlé, Vincent, sur le renversement des rapports de pouvoir là-dedans, hein. Mais ça, c'est déjà une question, hein. C'est un renversement des rapports de pouvoir ou c'est un renforcement des rapports de pouvoir? Parce que ce qu'on peut dire aussi, Alice a aussi dit, il y a un problème avec le mot localisation. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, le mot localisation veut dire que le système international continue à être le norme, le centre. Et du centre, là, on va localiser l'aide. C'est comme un cadeau.
c'est comme un cadeau qui est donné du nord au sud. Et là, moi, j'ai un peu un problème, hein, et pas seulement moi. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui parle de racisme, de décolonisation, les choses comme ça. Et c'est eux aussi qui disent, bon, le terme localisation, c'est enfin un renforcement des rapports de pouvoir. Alors ça, c'est quelque chose que je voudrais dire, hein. Mais aussi, je voudrais poser la question de savoir c'est quoi le local, hein? Parce que je note, moi, il y a une grande naïveté avec, parmi nombreux acteurs politiques surtout, qui parlent de localisation comme c'était clair. C'est quoi l'objet de la localisation? C'est une chose seulement. Et ce que je vois, c'est le terme, c'est souvent utilisé pour désigner des autorités nationales. Mais il faut bien savoir, hein, il faut, comment on dit ça, unpack, c'est quoi ça, l'État, hein? Parce que c'est pas une donnée, l'État. Parce qu'il y a beaucoup de questions là, on peut poser à ce sujet, parce que souvent les États sont fracturés. Cela signifie que travailler les acteurs au niveau national ne signifie pas que l'argent va aux autorités locales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire localiser? Est-ce que ça veut dire qu'on travaille avec les autorités nationales, les autorités locales dans les pays? Deuxièmement, il existe de nombreux cas où l'État est impliqué dans le conflit. Et là, c'est déjà clair, hein, dans les cas de forts conflits comme le Yémen, la Syrie. Et là, on peut même se demander si l'aide doit se coordonner aussi avec les acteurs militants non étatiques. Est-ce qu'il est, quand on dit localisation, quand les autorités respectées dans une grande partie du pays sont des autorités qui ne sont pas été respectées internationaux, comme le Taliban par exemple, est-ce que ça veut dire que l'aide humanitaire va aussi travailler avec les talibans? Ça, c'est une question aussi, hein, on ne touche pas, hein, on ne touche pas, on n'écoute pas ça. Bon, là, troisièmement, il y a beaucoup de pays aussi où l'État a des aspects autoritaires. Et là, je ne parle pas aux pays qui sont en plein conflit, mais peut-être post-conflit, mais quand même des États qui fonctionnent, mais dans une façon assez autoritaire. Et peut-être ils ne sont pas intéressés de servir les personnes qui ont des besoins humanitaires, surtout quand ces personnes-là sont parties d'une minorité. On peut penser Myanmar, des Rohingyas comme un exemple, mais il y a beaucoup d'exemples là-dedans où l'État va essayer de ne pas donner l'accès dans une grande partie du pays qui est occupée soit par la minorité ethnique, soit aux religieux, soit par les factions politiques qui sont contre le gouvernement. On voit ça aussi, hein. Bon, et puis la question est donc également de savoir dans quelle mesure la localisation inclut la société civile et les communautés affectées. Et pour moi, ça, c'est la clé, hein. Que la localisation doit inclure les communautés affectées qui sont dans les programmes de l'aide et aussi la société civile. So, pour résumer, il ne faut pas oublier que les enjeux de pouvoir ne sont pas seulement présents dans les relations entre acteurs internationaux et locaux, mais aussi dans ce qu'on peut l'appeler le local, qui n'est pas le local. Il faut unpack. I don't know how to say that in French. We have to unpack. Désemballager, je ne sais pas. C'est très clair. Merci Dorothea. Je vous passe la parole. Je rappelle que vous connaissez bien le contexte éthiopien, notamment qui est aussi un contexte très particulier et qui offre un cadre d'étude de ces questions-là très, très intéressant. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce que vient de dire Théa, mais je vais juste en relever deux. D'une part, dans certains pays, effectivement, il y a pouvoir au sens gouvernement, sauf que ce n'est pas toujours des gouvernements, un État, une force dominante extrêmement autoritaire qui contrôle l'aide, pour le dire très clairement. Et ce contrôle peut exclure certaines populations de l'aide. Et ce contrôle peut aussi agir directement sur les ONG. Et je crois que c'est un peu un non-dit aujourd'hui des ONG qui se targuent toujours de l'impartialité, la neutralité et l'indépendance, qui sont des absolus. On sait, pour certaines personnes qui travaillent dans les pays autoritaires comme ça,
on sait malgré tout que les ONG sont parfois obligées de faire pour beaucoup des alliances avec certains pays pour pouvoir accéder à des terrains. On sait aussi que quand ces mêmes ONG accèdent à un terrain qui ne plaît pas au pouvoir autoritaire, elles peuvent se faire expulser en 24 heures ou 48 heures. Je pense ici à des choses qui se sont passées au Bangladesh, au Pakistan et donc qui ont pu être observées en Éthiopie. Le cas de l'Éthiopie, finalement, ne fait que perpétuer ce qui s'est passé plus ou moins en 84 avec la famine qui a été médiatisée et MSF qui a médiatisé le fait que Mengistu utilisait la famine pour faire des déplacements forcés de population et MSF donc a été expulsé du pays. Et c'est quelque chose qui se dit pas aujourd'hui, mais beaucoup d'ONG sont obligées de composer avec le pays dans lequel elles sont et ces pays s'imposent de plus en plus. Donc c'est une des premières questions du localisme si on l'entend du point de vue de l'État. Après, je voudrais juste aborder la question du localisme. Il y a un débat incessant aujourd'hui dans l'humanitaire, celui de l'universalisme. On va aider tous, tout le monde, et du localisme. Oui, mais il faut adapter à chaque population, ce qui peut donner lieu à la fois à des vérités. Il est vrai qu'on ne peut pas agir pareil dans des pays du Sahel qu'au Tibet quand il y a un tremblement de terre, et en même temps, parfois, un petit peu à des visions très culturalistes. Les Touaregs n'ont pas besoin d'autant de litres d'eau parce qu'ils ont l'habitude de moins boire que d'autres populations. Donc cette tension, elle est très présente et elle se rééquilibre. Peut-être que le localisme peut être une solution en donnant la voix aux récipiendaires, peut être une solution pour résoudre un petit peu cela. Mais j'aimerais juste relever que cette solution ne va pas être trouvée si le localisme est juste un prétexte de faire la même chose sous une forme différente. Et ça a été dit plus tôt, mais j'incite, je sais qu'il y a beaucoup de praticiens d'humanitaire qui nous regardent, ou d'étudiants, et j'incite vraiment à regarder tout le kit, toutes les normes qui font le milieu humanitaire aujourd'hui et qui sont appris partout. Et j'ai envie de dire, si on utilise le même manuel, par exemple, tout le kit pour faire un camp de réfugiés, où qu'on soit et dans le monde et qui qu'on soit, eh bien, on aura le même impact. Donc, cette question du localisme aussi à voir au niveau de ces normes qui devraient être elles-mêmes réfléchies. Elles sont aujourd'hui admises et elles sont très bien pensées pour des raisons logistiques notamment, mais qui sont complètement admises par le milieu comme devenues un peu indiscutables et peuvent complètement rentrer en tension avec les récipiendaires de l'aide. Je pense qu'on pourra rebondir, beaucoup à dire encore, mais ouais, on va laisser parler les autres. Merci Alice. Arnaud, je vous passe la parole. Je rebondirai sur ces quelques points très intéressants un peu plus tard. On touche évidemment à beaucoup d'aspects passionnants de la question. J'aimerais juste repartir sur la question du remote management. Au-delà des questions éthiques que cela soulève, je pense qu'il y a lieu aussi de réfléchir sur finalement une division du travail humanitaire qui consiste à déléguer aux acteurs locaux la mise en œuvre des programmes qui sont conçus à distance par des acteurs internationaux. Au niveau du regard des sciences sociales, je trouve intéressant de mobiliser les théories du care, les théories donc du soin, qui offrent un éclairage assez important sur cette question. Il y a une philosophe féministe qui s'appelle Joanne Tronto, qui établit une distinction intéressante entre 4 phases du care qui peuvent être analysées distinctement, mais qui sont étroitement liées. Je vais les dire rapidement. La première, c'est se soucier d'eux. Ensuite, prendre en charge, ensuite prendre soin et en 4e lieu, recevoir le soin. Si on regarde ça d'un peu plus près, les 2 premières phases, qui consistent finalement à reconnaître un besoin et à déterminer la nature de la réponse à ce besoin non satisfait, sont finalement les obligations des puissants. Ce sont aussi les tâches qui sont les plus nobles, les plus valorisées socialement et financièrement. En revanche, il est laissé aux moins puissants le soin de prendre soin des autres et de recevoir les soins. On peut prendre un exemple qu'on connaît particulièrement même aujourd'hui dans le contexte de la réponse au Covid. Le médecin prend en charge les patients, même si ce sont les infirmières, les aides-soignantes qui, en pratique, prennent soin. Cette fragmentation du care s'applique également aux relations nord-sud entre ONG internationales et nationales et également au niveau même local, comme Théa l'a bien souligné. En fait, cette division du travail, je pense qu'alimente finalement la localisation de l'aide, fait naître cette frustration, cette tension dont on parle. Les organisations locales peuvent se sentir placées en simple position d'exécution alors qu'elles considèrent avoir des apports à faire sur, par exemple, la définition des besoins ou la nature de la réponse à apporter à ces besoins.
Certaines considèrent même que cela fait partie d'une stratégie de maintien du statu quo entre le Nord et le Sud. Donc, le risque de la localisation de l'aide, c'est de maintenir et de renforcer des modèles existants de subordination. Tous ceux qui ont une expérience de terrain, de la coopération, vous diront à quel point cette tension est palpable. Pour moi, bien plus qu'une question de répartition des ressources financières, c'est plutôt le manque de reconnaissance du travail de l'autre qui est le plus insupportable et qui donne lieu à cette tension. Certains peuvent la trouver injustifiée, d'autres la trouveront exagérée, mais malgré tout, on éprouve tous un certain malaise face à ces inégalités dans la répartition du pouvoir et des privilèges. Dans le cadre d'une recherche que j'ai menée grâce à l'appui du Fonds de la Croix-Rouge, j'ai montré qu'il y avait deux possibilités, soit directement adresser ces inégalités, soit pour ne pas vivre dans l'inconfort, au quotidien, on peut décider de les ignorer. C'est ce que les théoriciennes du CARE appellent l'indifférence des privilégiés. Finalement, le véritable enjeu consiste bien, selon moi, c'est la deuxième tension que dont tu parlais, Vincent, consiste bien à renverser les rapports de pouvoir et à rééquilibrer les relations entre les parties prenantes. Merci Arnaud. Aïssa, je vous passe la parole. Oui, merci Vincent. Je trouvais très intéressant le concept de care que vient de faire Arnaud dans le monde de l'humanitaire. C'était très intéressant, mais moi, je vais prendre le problème par un autre bout. Je pense que la localisation ne passe pas forcément par le passage d'une problématique à l'échelle globale vers le local. Je pense que Alice a bien mis le doigt sur cet aspect. Nous assistons ces dernières années à la mise en place de projets participatifs. Or, la participation, il faut le dire, n'est souvent pas vraiment réelle. Elle n'est que dans les aspects secondaires et souvent sous des formes imposées. Il faut bien le souligner. Donc, on ne devrait pas amener, par exemple, les bénéficiaires des interventions de s'impliquer en leur disant comment ils devront faire, combien de réunions ils devront tenir, avec quelle catégorie de personnes ils devront discuter et quelle sensibilisation ils devraient faire, etc. Ces exemples-là, je le prends dans le cadre d'un programme de recherche auquel j'ai participé sur le mariage des enfants. En fait, je pense que pour qu'il y ait une localisation, 3 types de compétences doivent être mobilisées. Premièrement, c'est l'expertise professionnelle internationale, il faut bien le reconnaître. Deuxièmement, les experts contextuels, c'est-à-dire les acteurs locaux qui sont sur le terrain et qui possèdent des connaissances approfondies sur le contexte. Et enfin, troisièmement, bien entendu, les chercheurs qui ont aussi une expertise et apportent la connaissance des contextes de façon comparative. Par exemple, le chercheur peut avoir une connaissance sur une maternité X, mais aussi une connaissance sur une maternité Y. Et les acteurs locaux ne posséderont dans ce cas que seulement une connaissance sur la maternité X ou seulement que sur la maternité Y. C'est pour donner donc un exemple dans ce sens. Alors, donc, je pense que l'élaboration d'un programme doit associer donc, ces 3 types de compétences. Merci Aïssa. Je vous propose maintenant peut-être d'aborder la localisation de l'aide à partir des pratiques de terrain, ce qui va naturellement nous amener à questionner l'éventuel décalage qui peut exister entre discours et réalité des pratiques. Alors concrètement, sur le terrain, nombre d'organisations humanitaires internationales travaillent systématiquement avec les partenaires locaux et certaines, comme Alima par exemple, développent même des modèles opérationnels inédits en matière de partenariat, transfert de compétences, ressources humaines ou de fortes innovations dans la réponse aux besoins des populations affectées, tels les transferts de cash, afin d'être plus efficaces. On voit également certains acteurs changer leur mode de gouvernance en ouvrant les réseaux transnationaux à plus de gouvernance nationale dans les pays d'opération. D'autres travaillent à identifier des solutions de financement innovantes visant à renforcer des interventions humanitaires menées localement. Pour d'autres encore, comme l'a constaté le groupe URD, la localisation est un moyen d'accéder à des régions au contexte sécuritaire difficile en transférant
des risques et compétences des acteurs internationaux vers les acteurs nationaux, etc. Le sommet humanitaire mondial et le Grand Bargain et les initiatives liées à la localisation, telles la Chart for Change, ont certainement eu une influence notable dans la sensibilisation des acteurs internationaux et locaux à propos de leur rôle respectif dans la réponse humanitaire. Cela dit, cette prise de conscience semble encore assez peu suivie de changements tangibles allant dans ce sens, même s'il monte en puissance. Et on sait déjà par ailleurs que les objectifs du Grand Bargain, qui engagent les donateurs et organisations d'aide à fournir 25% du financement humanitaire international aux intervenants locaux et nationaux d'ici 2020, sera très loin d'être atteint. Virginie l'a dit tout à l'heure, on espère atteindre à peine 2% à la fin de cette année. Aussi, un certain nombre de limites sont avancées, principalement par les ONG internationales, face à la promotion de la localisation. Localisation qui semble complexe à mettre en œuvre, tant elle est dépendante de multiples variables, telles que la situation des acteurs locaux en termes de solidité, de capacité, de respect des principes humanitaires, notamment la question de la neutralité dans les contextes de conflit. Il y a aussi le contexte politique local, évidemment, et son degré d'ouverture à l'aide internationale et aux ONG étrangères. Il y a aussi la nature du projet à mener en termes de temporalité ou de niveau d'expertise technique à mobiliser dans l'intervention. D'autres évoquent par ailleurs un manque d'incitation à promouvoir la localisation de l'aide au sein d'un système enclin à la centralisation structurelle et culturelle et via des discussions qui ont principalement lieu au niveau international et entre des acteurs internationaux. Ce processus soulève en effet la question du pouvoir, dans le sens où il nécessiterait pour réussir un changement dans les relations de pouvoir entre les acteurs, tant en termes de prise de décision stratégique que de contrôle des ressources, par exemple. De ce point de vue, ce changement ne semble pas faisable sans l'activation de certains leviers politiques et économiques importants qui manqueraient à cet appel aujourd'hui. Alors, je voudrais vous demander, et Dorothea, je vous repasse la parole, quel bilan concret tirer des appels pour une action humanitaire plus locale? Quel constat peut-on faire sur le terrain quant à l'avancée réelle d'une telle dynamique? Et comment expliquer ce bilan? Notamment, quelles ont été jusqu'à présent les motivations et les résistances des acteurs de l'aide internationale à avancer concrètement vers davantage de localisation? Je vous repasse la parole, Dorothea. Merci. D'abord, peut-être, permets-moi de dire quelque chose sur, encore une fois, cette idée de remote management, hein, parce que je crois qu'il y a une relation ici aussi, parce que je comprends tellement bien les problèmes que Arnaud a vu avec ce terme remote management, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a aussi une grande tradition des ONG, même du Nord, peut-être pas les États, peut-être pas le bilan, mais il y a une grande tradition aussi des ONG dans le Nord qui travaillent through partners, le partenariat. Alors c'est aussi, c'est remote, oui, bien sûr, c'est remote, mais c'est remote par choix politique, parce qu'on veut qu'il y a des organisations locales qui appartiennent, qui font l'aide et qui n'ont pas besoin des ONG nationales du Nord qui viennent pour les aider. Alors ça aussi, c'est une très, très grande tradition que je veux aussi célébrer, on peut dire, hein. Il ne faut pas toujours dire que le remote management, c'est un mot très négatif, mais il y a aussi une tradition assez positive là-dedans. Et je crois qu'Aïssa a aussi raconté un petit peu au-dessus, hein. Bon, je crois en fait, je crois que la recherche du groupe URD, c'est déjà, ça montre qu'il existe souvent une forte volonté de localiser, hein, de rechercher des collaborations plus égales dans l'aide humanitaire, hein. Et je crois aussi que pour cette ration... Attends, je ne trouve plus mes notes. Excusez-moi, Vincent. Ah oui, je suis ici. Alors, il existe souvent une forte volonté de localiser, de rechercher des collaborations plus égales dans l'aide humanitaire, hein. Et la résistance au changement, je crois que c'est plutôt, ou l'inertie, hein, très souvent, c'est même pas une résistance, c'est une inertie, c'est une incapacité de changement. Et là, on se trouve davantage au siège des INGOs,
ou au niveau des programmes plus grands, les directeurs, mais je crois vraiment au niveau local, il y a beaucoup des humanitaires qui ont déjà eu une routine de travailler très, très, très positivement avec les partenaires, hein. Et beaucoup de pilotes, beaucoup d'expérimentation pour mieux travailler ensemble, ça se passe, ça là. Bon, pour moi, je crois qu'aussi que un moyen par lequel des organisations internationales peuvent ralentir la localisation, c'est se cacher derrière l'argument selon lequel les partenaires locaux ne sont pas prêts. Ils disent toujours qu'ils n'ont pas la capacité de reprendre l'opération. Hein, et pour ça, ils disent d'abord, il faut capacity building, renforcer les capacités. Mais pour moi, c'est un terme qui est assez détestable, on peut même dire. Hein. Capacity building, ça veut dire qu'il n'y a pas de capacité, ce qui n'est pas vrai, naturellement. Et aussi, ça veut dire que capacité peut être construite. La construction de capacité avec quelqu'un qui vient d'extérieur et qui vient avec son toolbox de technologie pour construire la capacité. Je déteste vraiment ce terme-là. Mais de toute façon, je veux dire que une manque de capacité devrait faire un objet d'examen critique parce que c'est quelle capacité dont on parle. Hein? Pourquoi il y a certaines capacités qui n'ont pas un statut assez que, par exemple, qu'on parle la langue. C'est très important, hein, la langue, quand on est quelque part. Moi, je montre ça ici. Hein, je sais quand même de parler un tout petit peu le français, même c'est très difficile pour moi, mais la langue, c'est très important. Et c'est eux qui connaissent la langue, qui peuvent parler avec tout le monde. Pourquoi ça, c'est pas compté comme une capacité, par exemple? Il y a beaucoup plus de capacités qui sont beaucoup plus fortes locales qu'internationales. Et pourquoi certaines capacités n'auraient-elles pas été développées au cours de longues décennies où la communauté internationale a déjà dominé la scène humanitaire, hein? C'est pourquoi, s'il y a des capacités qui manquent, pourquoi l'humanité, la communauté internationale n'a pas déjà investi là au-dessus? Et moi aussi, je crois que ce n'est pas une excuse pour reporter les changements, parce qu'il y a naturellement beaucoup de grands intérêts en jeu ici. Hein. Et les ONG, ils sont en train de repenser leur rôle et ils ont beaucoup de mal d'établir leur identité pour l'avenir. Et naturellement aussi, il y a beaucoup d'emplois en jeu. Hein. Alors ça aussi, je crois que même il y a beaucoup d'argumentation et tout ça, mais de toute façon, c'est aussi très difficile. Hein. Euh, et j'ai aussi une sympathie, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi au Nord qui ont bien investi, ils ont étudié, ils ont une grande motivation d'aider. Et puis, après quelques années, ils se réalisent, ben bon, mais il n'y a personne qui veut mon aide. Et pour des raisons très, très bien, il faut se réorienter un petit peu, hein, ça prend un peu de temps. Merci, Dorothea. Ali, je vous passe la parole donc, sur les constats, les observations qu'on peut faire sur le terrain quant à l'avancée réelle de cette dynamique de localisation. Oui, c'est vrai que quand on est sur le terrain, donc j'ai pu voir en tant qu'anthropologue, mais aussi un peu en tant que praticienne de l'humanitaire, et c'est ce que disait Théa, beaucoup de personnes qui font des missions longues font déjà ce qu'on appelle de la localisation, c'est-à-dire apprennent à parler quelques mots, voire toute la langue du pays dans lequel ils sont, quand ils peuvent, quand ils ne sont pas mis à l'écart par des dispositifs notamment sécuritaires. Il y a un vrai problème, c'est ce sur quoi Arnaud a travaillé en Haïti avec des ghettos un peu de mise à l'écart du personnel humanitaire ou en travaillant dans des camps de réfugiés pour des raisons sécuritaires. Les ONG sont forcément à l'écart des camps. Et certaines personnes travaillent 6 mois, 1 an pour des camps de réfugiés et ils vont une fois toutes les 2 semaines. Donc là, on a un vrai problème aussi de mise en contact extrêmement pratique des aidants et des aidés, on va dire. Mais certaines personnes font déjà beaucoup de coopération et tout à fait conscience de ce problème qui nous amène, il y a aussi beaucoup de petites ONG qui travaillent localement dans des pays. Le problème de ces petites ONG étant que parfois, elles ont un peu du mal de fait à toucher des fonds qui leur permettent de sortir du quartier dans lequel elles sont, dans lequel elles font du super travail, d'avoir une dimension un peu plus d'ampleur et elles peuvent être potentiellement marginalisées. Donc là, je parle ici plutôt des grosses ONG et je parle à la fois de l'urgence humanitaire et du développement.
Les personnes qui s'investissent comme ça sur place et qui ont conscience de tous ces problèmes et qui apprennent la langue, qui créent des liens avec, les locaux, qui créent vraiment un réseau de confiance, et je reviendrai sur ce mot après, malheureusement, souvent doivent partir parce qu'il y a un très fort turnover dans l'humanitaire. Et ces compétences, parfois, sont un peu oubliées. Et je sais que ce que je dis, c'est très classique en sociologie, en analyse des organisations, hein, mais les personnes les plus compétentes ou qui connaissent le mieux un cas ou une situation ne sont pas toujours mises à cet endroit. Le turnover, pour des raisons familiales, professionnelles ou pour des raisons organisationnelles, fait que les gens partent et que ceux qui reviennent, parfois, refont le même problème. Je crois qu'encore une fois, ça a été... Enfin, refont le même problème, pardon, refont la même étude, doivent recréer les réseaux qui avaient été faits précédemment, etc. Donc, il y a une perte de mémoire institutionnelle et organisationnelle et un travail qui se refait à chaque fois, qui est très préjudiciable à l'objectif de localisation qui devrait être un objectif de garder des contacts, de connaître le milieu dans lequel on est et de ne pas avoir tout à refaire à chaque fois. Et je suis un peu longue, mais je trouve qu'il y a deux mots qu'on n'a pas tout à fait abordés, qui sont l'idée de confiance et de méfiance. Et la localisation devrait aller de pair avec la confiance. Or, de fait, on observe malgré tout une méfiance vis-à-vis des acteurs locaux. Cette méfiance, elle peut parfois être justifiée parce que c'est vrai que parfois, les acteurs locaux, il y a de la corruption, sont tenus par un régime autoritaire et ne peuvent pas faire eux-mêmes ce qu'ils veulent, ou effectivement ne sont pas toujours bien formés. Après, d'ici à dire qu'ils n'ont aucune capacité, comme le disait Théa, ou qu'ils ne peuvent pas apprendre, ou qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes avoir des nouvelles idées qui font que nous-mêmes, on s'adapte à eux, ça me paraît vraiment problématique. Et on sait que dans certains sièges de grosses ONG, je terminerai là, et je parle même des ONG qui ont mis des hubs, donc à Nairobi, en Afrique de l'Ouest, etc. Je ne dirais pas le mot racisme, mais il y a quand même un sentiment un peu de supériorité. Il y a un peu les sachants, c'est nous, et puis il y a les autres qui ne sont pas tout à fait capables, qui ne peuvent pas, et à qui il est difficile de faire confiance parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils sont trop pris dans leurs réseaux locaux, etc. Et aujourd'hui, il y a une vraie crise identitaire, notamment dans les ONG en France, qui ne savent plus si elles font de l'urgence, si elles font du développement, qui ne savent plus s'ils vont pouvoir continuer d'être employés en France et faire des expatriations parce que ça coûte de plus en plus cher. Donc, ils luttent aussi pour leur propre travail, pour leur propre position. Donc, tout ça s'entremêle entre des enjeux à la fois individuels, des enjeux beaucoup plus universalistes. Et pour moi, c'est un peu dommage parce que en voulant donner la voix à la localisation, ça ne fait qu'accroître cette sphère un peu transnationale qui oublie les personnes, qui s'appuie sur des normes et des standards dont j'ai parlé plus tôt, et qui font qu'au final, le récipiendaire reste toujours justement purement récipiendaire. J'en arrête là. Merci Alice. Arnaud, je vous passe la parole. Vous qui connaissez bien en plus le contexte haïtien et situation d'urgence humanitaire durable où les acteurs internationaux sont très présents aussi. Oui, et je repartirai d'un point que vous avez soulevé selon lequel le processus de localisation de l'aide court aussi un risque d'entraîner une perte de diversité en cherchant notamment à transférer localement des modèles étrangers, comme l'a dit Alice, à prétention universelle. Pour changer un petit peu de thématique, je voudrais prendre l'exemple de la réforme du secteur de la sécurité en Haïti. Depuis la fin des années 90, on voit un nombre croissant d'acteurs de la coopération internationale qui financent la diffusion, l'application locale de normes et de standards internationaux en matière pénale, notamment, par exemple, les alternatives à l'emprisonnement. On justifie ces interventions au nom d'un partenariat commun se fixant pour objectif l'état de droit et la bonne gouvernance. Là encore, on va retrouver un tas de formations qui sont proposées pour renforcer les compétences techniques et organisationnelles des acteurs du système de la justice. En fait, derrière ces initiatives pour développer les capacités locales dans le secteur de la justice, je me demande si on ne retrouve pas, et je pense que c'est important de prendre un pas de recul, un dispositif finalement global de pouvoir qui consiste à imposer un modèle unique de bien punir. Ce pouvoir s'exerce à différents niveaux et dans des formes qui dépassent, comme on l'a dit, l'État et les appareils étatiques, et comme Dorothée l'a dit, qui inclut également les organisations de la société civile. Pour reprendre le thème de cet échange, je crois qu'au niveau des sciences sociales, je pense que le concept de Foucault de gouvernementalité dégage ici un terrain assez intéressant pour observer la recomposition et le redéploiement de l'aide au niveau local.
en fait, il met en relief la manière dont certains États ou certains acteurs sont gouvernés à l'interne et à l'externe. En fait, on voit une trajectoire qui se dessine entre la localisation de l'aide et la gouvernance globale liée dans le secteur de la justice à la paix libérale. En fait, cette approche de gouvernementalisation permet de comprendre non seulement la manière dont les pratiques des ONG internationales, mais également des acteurs nationaux, sont intégrées dans des cadres stratégiques qui restent élaborés à l'extérieur par les grandes organisations internationales et les États donateurs. Mais pour reprendre le point aussi de la question sur les résistances, on montre que ce transfert des bonnes pratiques ne s'applique pas de manière souple, on va dire smooth, elle engendre une forme de résistance. Je donne un exemple de titre d'une intervention qu'un collègue haïtien a donné dans un colloque qu'on organisait sur les prisons. Coopération internationale et prisons en Haïti, le piège néocolonial et ses biais d'impact et de performance. Alors, au-delà du contenu de son intervention, ce qui est intéressant, c'est voir les réactions de rejet face ici à un régime pénal qui est perçu comme imposé par les bailleurs et qui ne semble absolument pas correspondre aux valeurs et aux pratiques propres à la culture et à la société haïtienne. Donc, je pense qu'il est important aussi, de nouveau, et c'est ça le rôle des sciences sociales notamment, de prendre un point de recul, d'examiner les spécificités historiques et les mécanismes propres, ici, de résolution des conflits, par exemple, plutôt que courir au plus pressé en s'inspirant de réformes qui sont faites à l'étranger pour les imposer localement. Finalement, il faut essayer de sortir, parce que si on regarde finalement le bilan de 20 ans de coopération dans le secteur de la justice et de la sécurité, c'est un désastre en Haïti. Je pense que ce désastre reflète avant tout les œillères des courants dominants qui instruisent la coopération. Et je pense que les sciences sociales ont aussi un rôle très, très important pour les dévoiler. Merci Arnaud. On abordera pour conclure le rôle des scientifiques et notamment des chercheurs en sciences sociales. Avant ça, Aïssa, je vous passe la parole sur ce point des observations que l'on peut faire. Et encore une fois, je rappelle que vous êtes en première ligne une observatrice en Afrique de l'Ouest de l'évolution du secteur humanitaire et du développement. Oui, merci. Je pense que le terrain ne manque pas d'exemples sur ces formes de résistance face à des injonctions, en tout cas de manière générale, aux projets de développement au niveau local. Je prends simplement donc l'exemple de la planification familiale. Nous avons fait donc une recherche, ça fait des années que nous faisons des recherches dans ce domaine-là. Il est clair que nous avons deux niveaux de discours à propos de la planification familiale. Au niveau des cadres institutionnels, c'est le discours privé, le discours public. Le discours public, c'est une adhésion totale aux directives internationales sur la planification familiale. Il faut donc augmenter la prévalence de la planification familiale. Donc, il faut que, je prends le contexte du Niger, où la prévalence de la planification familiale est assez basse. Donc, du coup, les cadres institutionnels adhèrent donc au discours public sur la planification familiale. Mais lorsque nous les rencontrons en privé, et surtout lorsque nous rencontrons les cadres institutionnels à la retraite, c'est un autre discours. C'est un autre discours. C'est comme, par exemple, de dire qu'il y a une injonction sur ce qu'il y a de plus intime dans la famille nigérienne. Donc, je pense que donc, ces formes de résistance existent réellement et c'est bien qu'on puisse en parler. Et je pense aussi que pour ce qui est de la localisation, je pense qu'il faut plutôt parler d'une africanisation des cadres humanitaires. Cela se fait depuis longtemps pour certaines organisations internationales pour des raisons idéologiques, mais cette approche s'est accélérée ces dernières années pour des raisons de sécurité. Et ceci étant, ces cadres africains, c'est dommage de le dire, ces cadres africains se comportent souvent de fait comme des cadres expatriés et cette africanisation ne résout pas le problème du déséquilibre de pouvoir. Et de l'autre côté, donc, nous avons aussi
le recours aux ONG nationales. Ces ONG nationales ne constituent pas, il faut dire, un remède miracle. Donc, elles sont souvent réduites à la sous-traitance et sont parfois aussi de simples exécutants. Et pour obtenir des financements, elles doivent entrer dans le moule des appels d'offres élaborés par des experts internationaux. Donc, de fait, les propositions locales sont rarement prises en compte. Et donc, ça, c'est ce niveau des ONG nationales. On peut le voir aussi dans le domaine de la recherche, mais on pourra en parler plus tard. Merci. On va justement en parler. Juste avant, j'aimerais quand même qu'on discute de ce qui peut être fait ou quand même de penser positivement cette dynamique de la localisation. En tout cas, on le voit, les premières leçons tirées du débat sur la localisation, et je pense que nos échanges illustrent aussi ça, sur la localisation ou encore sur la fragmentation de l'aide aussi, qui n'empêche pas une concentration, montre la vivacité de la discussion sur la façon dont l'articulation des dimensions globales et locales du système de solidarité internationale se traduit sur le terrain en termes d'efficacité, de coordination des aides extérieures avec les dispositifs d'aide intérieure et d'adéquation, bien sûr, de l'aide avec les besoins des populations. Pourtant, cette évolution semble inéluctable et nécessaire pour plusieurs raisons. Je vous en propose au moins 3. D'abord, alors comme cela a été démontré maintes fois, et notamment par l'URD, au cours d'une de ses enquêtes en Birmanie et RDC en 2017, je vous conseille la lecture de leur rapport « Plus que de l'argent, la localisation en pratique ». Les organisations locales et internationales ont conscience d'avoir besoin les unes des autres et perçoivent la plupart du temps assez clairement l'intérêt mutuel d'un partenariat. Et Dorothea l'a dit aussi concrètement sur le terrain, on voit que ces partenariats, ces échanges se font. Autre argument, la récente crise d'ailleurs sanitaire du Covid-19 nous le prouve à nouveau, les acteurs locaux n'ont de fait jamais paru aussi incontournables. Le retrait d'une partie du personnel local comme expatrié des pays d'intervention et l'obligation du travail à distance des ONG internationales ont placé, dans le cadre de cette crise, les organisations locales davantage en première ligne. D'autre part, cette crise globale et multidimensionnelle du Covid-19, qui a pour caractéristique de laisser une forme de temps de répit pour la prévention et la préparation par rapport à l'urgence d'autres catastrophes humanitaires, permet aussi de faire apparaître les atouts des acteurs locaux et la nécessaire proximité avec les communautés. Enfin, les acteurs nationaux veulent jouer un rôle plus important dans la réponse humanitaire, cela a été dit aussi tout à l'heure, et être reconnus comme des acteurs majeurs dans l'intervention d'urgence. Et dans un certain nombre de pays, le débat sur la localisation prend de l'ampleur, de manière d'autant plus virulente si la société civile nationale est forte et les acteurs extérieurs sont nombreux. Alors, que faire ? Une piste de solution, on l'a un petit peu évoquée, mais on ne l'a pas vraiment développée. Une piste de solution régulièrement évoquée est celle qui lie l'aide humanitaire et le développement, en partant du principe que poser la question du local, c'est poser la question du long terme. Quoi qu'il en soit, la solution ne semble pas que financière, car on l'a dit aussi, la mise en œuvre de la localisation semble dépendre de multiples variables. Or, la majorité des discussions sur le respect des engagements du Grand Bargain sont principalement axées sur cette question du financement. Alors, Dorothea, je vous repasse la parole pour une des dernières questions. Concrètement, comment réconcilier les dimensions locales et globales de l'aide humanitaire et notamment, je dirais, dans les contextes humanitaires durables où cette question semble plus complexe qu'ailleurs. Oui, d'accord. Je dis juste un petit mot, une petite pause pour dire qu'il y a beaucoup de questions. Je pense qu'on va faire, du coup, comme on voit que l'heure tourne, on prendra 10 minutes de plus pour ceux qui le souhaitent et on se réservera, il faut vraiment qu'on se réserve du temps pour les questions-réponses. D'accord. Vincent, merci. À mon avis, je crois en fait qu'il y a maintenant de très nombreuses expériences et pilotes qui transforment le partenariat et les modalités de l'aide. Alors, je ne suis pas tellement concernée de la question que tu poses parce que il y a beaucoup de façons de programmer maintenant qui sont plutôt pour le longue durée, le resilience. Là, c'est pas ma première, ce qui me concerne, hein. Il y a une autre chose que je voudrais partager et c'est en connexion aussi avec une question qui a été posée par M. Antoine Bosson qui nous dit que dans nos pays en voie de développement, généralement, les assistants gérés des acteurs locaux souffrent beaucoup d'actions méthodiques de ciblage.
Et là, je voudrais en parler parce que moi aussi, je trouve que il y a un rôle pour la communauté internationale, au long terme aussi, pour protéger l'espace humanitaire pour les acteurs locaux. Et là, c'est quelque chose qu'on oublie, on oublie, on oublie. Parce qu'en Europe, déjà, on voit qu'il y a une criminalisation, la criminalisation Réalisation. des fournisseurs d'aide, c'est déjà c'est croissante, hein. So, de plus en plus, aussi dans des autres pays, on voit qu'un rétrécissement de l'espace civique et un grand harcèlement des acteurs locaux. Et je crois que c'est là que la question de M. Apata, Bosson Antoine, c'était aussi au-dessus, hein. Et là, c'est un concern assez grand parce que comment est-ce qu'on peut assister au même temps on a de grands problèmes de droits humains, de toutes les choses comme ça. Là, je crois vraiment qu'il y a un rôle pour la communauté internationale et je ne vois pas qui joue ce rôle-là. UNHCR, par exemple, et ils disent toujours, nous sommes neutrales, on ne va rien dire. Mais il faut vraiment augmenter, plaidoyer, pas seulement pour les communautés affectées, mais aussi pour eux qui sont à l'assistance des communautés affectées, que eux aussi sont, on peut dire, protégés pour faire ce qu'ils doivent faire. Et là, je crois que c'est un rôle que la communauté internationale ne joue pas du tout et tombe des mains, mais c'est assez important. Comment est-ce qu'on peut dire localisation sans se concerner des gens qui sont là, qui localisent, qui font le travail et qui ont beaucoup de problèmes avec leur état, avec des violences et des choses comme ça. Il faut les protéger aussi un petit peu, hein. Merci. Alice, je vous passe la parole. Oui, il y a encore une fois beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'effectivement, la question des bailleurs est vraiment primordiale. Ça a été dit par Aïssa, il y a effectivement beaucoup de remises en cause parfois sur le terrain qu'on peut observer de certaines pratiques humanitaires. Ça peut donner lieu parfois à des frictions. On a vu des gens dans des camps de réfugiés qui se rebellaient contre des ONG qui pourtant leur apportaient de l'eau, etc. On voit des personnes qui parfois manifestent leur désaccord, et je parle bien de personnes, je ne parle pas d'État. Mais ces personnes ont encore une fois du mal, ça se fait, c'est connu, mais ont du mal à se faire entendre. Et ces personnes-là n'ont pas les moyens non plus de s'organiser. Il ne s'agirait pas de faire une organisation parallèle, il suffirait juste de valider le fait que justement qu'elles sont là, qu'elles protestent ou qu'elles sont d'accord. Parce qu'il y a parfois des travaux dans les communautés, un terme que je n'aime pas beaucoup, puisqu'il définirait, souvent la communauté est définie par un espace, par exemple. Ce n'est pas vrai, mais enfin bon. Donc il y a quand même des choses qui se passent, mais ces personnes-là n'apparaissent pas dans toute la filière et notamment n'apparaissent pas par les bailleurs. Et il est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des fonds énormes qui sont dégagés sur l'aide humanitaire, mais ces fonds sont dégagés avec de moins en moins d'indépendance pour les ONG qui les reçoivent. Elles doivent avoir des cahiers des charges, dire d'avance qu'elles vont procéder comme ça, comment savoir d'avance que ça va se passer comme ça, et après justifier si ça ne s'est pas passé comme ça, donc parfois en manipulant un petit peu et en faisant des raccords. Donc c'est vraiment problématique, puisqu'on sait très bien que ça ne se passe jamais de la façon dont on l'a dit en amont, et qu'il y a toujours des adaptations sur place. Donc encore une fois, il y a un regard un petit peu contradictoire avec la question de localisation, et j'ai un peu perdu le fil de ma pensée. J'ai perdu, donc je vais passer au suivant. Merci, on pourra revenir dessus. Arnaud, je vous passe la parole sur ce point. Je vais essayer de voir comment est-ce qu'on, avec un exemple concret, comment essayer de réconcilier ces deux dimensions en rejoignant également ce que Dorothea disait sur la criminalisation de ceux qui peuvent venir en aide. Je vais prendre un cas précis en Haïti sur la question des besoins de la population en matière de sécurité. On voit qu'en Haïti, l'incapacité de l'État haïtien à satisfaire la demande de protection de la population a généré des initiatives locales de sécurité, dont notamment ce qu'on appelle les brigades de vigilance. Ces formes, qui sont des investissements de la population dans la gestion du contrôle social, notamment d'ailleurs en contexte de crise humanitaire,
sont généralement décriés par les Nations Unies comme étant des formes criminelles de mobilisation collective. On a un étiquetage ici qui est mis en œuvre et qui explique pourquoi la communauté internationale enjoint l'État haïtien à procéder à l'extinction progressive de ces initiatives locales de sécurité. Et pourtant, si on considère les préjudices considérables qu'entraîne la défaillance de l'État pour l'ensemble des citoyens haïtiens, les brigades de vigilance peuvent présenter des avantages évidents. Elles peuvent assurer du lien social en palliant l'absence, la distance, l'impuissance ou l'indifférence de l'État. Elles sont mises parfois à contribution dans la réponse humanitaire, par exemple en assurant un maintien de l'ordre durant la distribution des kits de secours ou dans la protection du personnel ou des équipements des organisations humanitaires. On l'a vu après le tremblement de terre. Elles peuvent même servir d'auxiliaires à la police, notamment dans le domaine du renseignement, de la surveillance, de l'alerte ou du maintien de l'ordre. Alors, bien sûr, ce sont des atouts, mais il ne faut pas cacher toutes les difficultés et les insuffisances de ces solutions locales. Les brigades de vigilance ou le vigilantisme n'empêchent pas forcément le recours à l'arbitraire. Ça peut engendrer des effets pervers qui peuvent détourner le vigilantisme de sa finalité. Faute de contrôle par l'autorité publique, ces initiatives peuvent être corrompues à des fins qui sont politiques ou d'enrichissement personnel pour dériver vers les gangs. Si elles ne sont pas contrôlées adéquatement, les pratiques peuvent même être attentatoires aux droits de la personne. Mais ces risques, je pense, méritent en tout cas d'être encourus, mais limités par des dispositions légales ou des dispositifs organisationnels qui en évitent l'actualisation. En fait, c'est un bon exemple qui mérite réflexion d'une manière de favoriser une division et un partage de tâches et de responsabilités pour encourager ce qu'on pourrait appeler une coproduction de sécurité publique. Et je pense que c'est un bon exemple de déni de la communauté internationale de reconnaître certains potentiels d'initiatives locales parce qu'elles ne correspondent pas à un modèle culturel du monopole de la violence légitime entre les mains de l'État, par exemple. Merci Arnaud. Je crois qu'on a pris un petit peu de retard, donc je vais passer la parole, vous remercier tous, passer la parole à Virginie. On avait une dernière question importante, mais que je vous invite aussi à aborder sur le rôle des chercheurs. Comment les chercheurs peuvent-ils intervenir dans les débats sur l'avenir de l'humanitaire et encourager les réformes? C'est une question qui soulevait beaucoup de points importants, la sécurité des chercheurs sur le terrain, le rôle des chercheurs locaux aussi, et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une localisation de la recherche aussi à faire? Donc voilà, je vous invite aussi à aborder ce point si vous le souhaitez, mais je passe tout de suite la parole à Virginie pour une synthèse des questions qui nous ont été proposées par le public. Merci encore à tous et encore merci à Dorothea pour l'effort d'avoir parlé en français. Merci beaucoup, c'était très appréciable et très, très clair en tout cas. Merci. Oui, merci Vincent, merci à tous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. On a quand même des auditeurs qui soulignent, enfin qui s'adressent directement à vous, qui soulignent une grande aide des ONG pour les associations locales avec beaucoup de financement et beaucoup de relais, beaucoup de formations aussi. Donc, il y a des témoignages. C'est vrai que là, l'idée de la conversation, c'est aussi un peu de voir ce qui grappe parce que je pense qu'il y a plein d'autres forums aussi qui expliquent ce qui est aussi très positif. Et puis, même dans la question des ONG, les ONG, dans leur mode de gouvernance, ne sont pas toutes homogènes. Il y en a qui travaillent beaucoup plus en réseau, comme vous le soulignez, avec des locaux. D'ailleurs, il y a une question sur la localisation. Est-ce qu'elle ne devrait pas être analysée justement d'un point de vue finalement peut-être plus égalitaire entre des petites structures du Nord et des parties prenantes ou des contreparties locales au Sud, plutôt finalement qu'entre peut-être des différentes tailles d'acteurs? Cette question des capacités aussi a beaucoup à soulever des interrogations et des commentaires, de se dire bah oui, c'est effectivement, il faut maintenant aller au-delà du technique. Il y a eu cette question sur finalement cette sagesse des ONG de dire bah oui, aujourd'hui on a les ONG internationales intègrent des spécialistes du soin, par exemple, de nationaux. Mais après, il y a le problème de renouvellement de ces personnels, parce qu'en même temps, il y a une demande forte en expérience. Ces personnels ne retournent plus finalement peut-être pratiquer ou exercer
pour leur pays, le fait de devoir finalement former tout le temps et comment finalement penser cette intégration aussi dans la durée pour que ça ne déstabilise pas non plus. Il y a une idée sur un statut aussi, pourquoi pas travailler avec ce statut d'intervenant international sur une co-responsabilité partagée finalement avec des organisations de la société civile. Voilà, donc ça c'est pour un premier groupe de questions. Ensuite, on pose clairement, je pense qu'Alice, tu l'as aussi évoqué, finalement, quel est le rôle des donateurs dans tout ça. Voilà, et puis il y a une question aussi qui est posée. Alors du coup, est-ce qu'on s'oriente finalement peut-être vers une dichotomie entre un travail des ONG internationales qui serait résumé à leur action dans les sièges sociaux, puis après de plus en plus des opérations qui seraient prises en main finalement par des acteurs locaux. Alors on sait qu'il y a au niveau de la gouvernance, plein de possibilités. Oxfam teste beaucoup de choses. Il y a Lima aussi, il y a des modèles, on teste en tout cas sur plusieurs réseaux transnationaux. Il y a aussi les réseaux transnationaux du Sud dont on ne parle pas beaucoup. Il y a ENDA, par exemple, ENDA Tiers-Monde, India Santé, qui est un énorme réseau du Sud. Donc, il y a aussi des ONG internationales africaines qui agissent dans les régions sur plusieurs pays. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup aussi, parce qu'elles aussi ont un rôle finalement. Dans ces questions-là. Voilà, pour un premier round de questions. Il faut que tu mettes ton micro, Vincent. Dorothea, peut-être du coup, à qui s'adressent les questions? À tout le monde ou... Oui, du coup, je n'ai pas relevé à chaque fois à qui s'adressait la question, ce n'était pas toujours indiqué. Donc, et finalement, il y a une dernière question qui se rapporte à un peu la conclusion que tu voulais faire, Vincent, c'est comment les chercheurs universitaires peuvent intégrer les ONG. Et oui, ça aussi, c'est une bonne question. Oui, j'ai vu cette question-là. Peut-être je peux dire quelque chose au-dessus parce que j'étais déjà intéressée et je ne savais pas comment répondre en écrivant un petit peu. Mais c'est une très bonne question et moi je trouve qu'il y a une tradition assez forte au-dessus. Moi, par exemple, dans mes pièces de recherche, je fais ça toujours. Je trouve que c'est très important que la recherche est organisée dans une façon, on peut dire, interactive. Alors, c'est-à-dire, quand moi je commence une recherche, toujours je parle avec tout le monde qui est là-dedans, mais aussi j'aime bien faire même des recherches avec des ONG. Alors, les chercheurs sont des ONG. Alors, il y a beaucoup de variations là-dedans et c'est une tradition qui est assez riche pour faire des collaborations, pas seulement avec les ONG, mais aussi avec les relations on peut dire nord-sud dans la recherche. Et peut-être je peux lier un tout petit peu au-dessus aussi, Virginie, et peut-être quelqu'un d'autre peut aussi répondre un petit peu aux questions là-dedans, parce que pour moi, c'est très important. Tu sais que je suis le président de l'association des étudiants des études humanitaires. Et c'est là aussi, c'est le cœur de notre objectif, d'améliorer les relations de collaboration, pas seulement parmi les gens du Nord et du Sud, mais aussi les académiques et les ONG ou les gens de pratique. C'est ça exactement ce que nous voulons faire. Et pour ça aussi, je sais que c'est peut-être pas mon tour déjà, mais je voudrais aussi encore une fois remercier beaucoup pour le prix, parce que pour moi, ce qui est important, pourtant ici, c'est pas seulement un prix. Tout le monde peut obtenir un prix, mais c'est qui donne le prix. Et pour moi, c'est très important que ça vienne de Fondation Croix-Rouge parce que nous travaillons beaucoup ensemble. Et pour moi, je trouve que c'est ça exactement que la Fondation fait pour améliorer les relations de recherche, pour mettre là-dedans les chercheurs africains, francophones, mais aussi pour assurer que les ONG, les gens de tout le monde sont impliqués, intégrés dans la discussion que nous avons cet après-midi. Je trouve que c'est très, très, très important. C'est vachement important. Et c'est pour ça aussi que je suis très honorée du prix, je voudrais dire. Et c'est exactement à cette question-ci, comment est-ce qu'on peut intégrer les ONG, mais pas seulement les ONG, aussi
les communautés affectées dans les recherches internationaux humanitaires. Merci Théa. Et juste un petit exemple que nous, parmi les bénévoles Croix-Rouge qui sont sur le terrain, en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'un de nos bénévoles était professeur d'université et aujourd'hui est bénévole et mène certains programmes de la Fondation à nos côtés sur justement réfléchir ce lien entre bénévoles de terrain et recherche qui se vit aussi à travers des personnalités qui font les deux et qui sont dans cette solidarité de proximité. Oui. Au jour le jour. Alice, vous vouliez dire quelque chose, je crois. Oui, difficile de répondre à tout. Je pense aussi que les ONG de plus en plus font appel aux chercheurs parce qu'ils ont vu des gros dysfonctionnements. Je pense à Ebola notamment, quand ils ont vu que le soin purement du médecin ne fonctionnait pas et il y avait des résistances locales extrêmement fortes, voire qui les mettaient en danger. On a vu la même chose avec le choléra en Haïti. Et je pense qu'on voit la même chose dans plein d'endroits, notamment Aïssa a dû voir ce genre de problème. Donc, de plus en plus, les humanitaires, les ONG elles-mêmes font appel à des anthropologues, à des chercheurs en sciences sociales pour mieux comprendre le contexte, mieux comprendre les médecins feuilles, par exemple en Haïti, la médecine traditionnelle, pour mieux collaborer avec, mieux faire passer un message de sensibilisation, etc. Donc, c'est important. Et puis, il y a des organismes de réflexion comme justement ce que vous êtes en train de faire, qui permet de faire le lien entre les praticiens et les chercheurs. Il y a le CRASH de MSF, il y a de plus en plus d'instances de croisement. Pour les chercheurs, c'est aussi faire, je veux dire très rapidement, on écrit parfois des articles très académiques que personne ne comprend. C'est parfois essayer de faire le même article dans de la vulgarisation ou alors de le communiquer auprès des ONG pour pouvoir passer ce savoir et faire un peu de réflexion, leur dire « Ah, attendez, vous avez des pratiques, peut-être que ça serait bien de le remettre en cause ». Donc ça, c'est une réponse sur l'immersion de la recherche et de l'humanitaire dans les deux sens. Il me paraît très important, je le dis rapidement, mais de rappeler qu'effectivement, il y a beaucoup d'ONG des Suds qui travaillent très bien, qui sont vraiment grandes, qui essayent d'avoir des fonds des bailleurs et qui en ont de plus en plus. Donc, il ne faut plus penser l'humanitaire seulement dans un rapport nord-sud. Il y a aussi des pays qui avant étaient uniquement récipiendaires, qui sont de plus en plus forts. Et je pense par exemple au Nigeria ou à certains pays d'Afrique qui ont vraiment une classe moyenne très importante. Et cette classe moyenne, elle peut elle-même envoyer des fonds privés aux ONG, à leurs propres ONG qui font du très bon travail. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que certains États acceptent encore l'aide de l'extérieur? Est-ce qu'ils n'ont pas un intérêt de gérer leurs problèmes par des ONG de l'extérieur? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une diplomatie par le biais de l'action des ONG et ça, voilà, il y a de plus en plus de pays qui peuvent eux-mêmes gérer leur pays par leur propre société civile ou par leur État, des pays qui sont devenus de plus en plus forts. Et ça m'amène juste sur mon troisième point. Il a souvent été dit que l'humanitaire était un peu la main gauche de l'État, la main gentille, et que de l'autre côté, il y avait la main droite. Et ça nous rappelle que de plus en plus dans les ONG, avec le mouvement dont on parle en ce moment de localisation, etc., il y a aussi énormément de plaidoyer qui se met en marche pour justement dire le plaidoyer, c'est devenu quelque chose de très important. On parlait de localisation. Les ONG aujourd'hui, elles envoient aussi des expatriés à Bruxelles, à Strasbourg, à New York, pour faire du plaidoyer auprès des grandes personnes, de ceux notamment qui détiennent l'argent, mais aussi des politiques. C'est une autre dimension de l'humanitaire. Cette main gauche et cette main droite, je parlerai juste de l'exemple de la France et du Yémen, qui essayent de dégager de l'argent pour le Yémen tout en vendant des armes au Yémen de l'autre côté. Et c'est là où le plaidoyer peut avoir un petit peu sa part, faire exister ces incohérences et réinscrire l'action humanitaire dans un problème qui la dépasse largement. Je vais m'arrêter là. Ben, c'est vrai juste peut-être pour ajouter, c'est vrai que dans les contextes de conflit, il y a toujours quand même cette difficulté de la neutralité et de l'impartialité et de suivre les principes humanitaires pour apporter de l'aide qui reste un enjeu important. Aïssa, peut-être vous voulez répondre à ces dernières questions et puis conclure, parce que là, on va devoir couper et ensuite on demandera à Arnaud. Oui, pour terminer, moi, je voudrais donc souligner deux problèmes. Le premier c'est la place qui est réservée, ça me tient à cœur, hein, c'est la place qui est réservée aux chercheurs nationaux
dans les consortiums de recherche. Actuellement, et plus qu'avant, les chercheurs nationaux sont considérés comme des amasseurs de données et sont peu intégrés dans l'élaboration de la problématique de recherche et la valorisation des produits de la recherche. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'autre problème, en fait, que j'aimerais souligner, c'est que les recherches sont trop souvent menées selon une approche quantitative. On l'a souligné tantôt que voilà, les chercheurs en sciences sociales sont impliqués, mais il y a trop souvent une approche quantitative qui ne peut, hélas, mesurer que les effets attendus, alors que l'approche qualitative, je ne veux pas faire souvent le conflit qui existe entre le quanti et le quali, puisqu'on est de plus en plus sur l'approche mixte, mais on l'a vu avec les appels à projets sur le Covid, c'est que l'approche qualitative est souvent mise à l'écart, alors que cette approche qualitative a l'avantage d'examiner les effets inattendus des interventions et qui me semble très important pour les réajustements éventuels dans le cours des interventions. Tout à fait. Nous, c'est pour ça qu'on soutient les approches qualitatives. Arnaud, peut-être un dernier point. Je crois que tu es le seul à ne pas avoir répondu aux questions et avoir dit un petit mot de la fin. Oui, sur le dernier point, je suis d'accord. Les chercheurs sont clairement des alliés, hein, des acteurs de la réforme du secteur humanitaire. Ils fournissent de la matière qui est inspirante et les acteurs de l'aide doivent pouvoir se laisser inspirer. On est souvent frustrés, nous chercheurs, de se rendre compte que les recommandations qu'on fournit ne sont pas suivies. Il faut pouvoir se remettre en question aussi, comme dit Alice, qu'elles ne sont pas clairement exprimées, qu'elles sont dans un langage un peu trop scientifique ou académique. Une des options pour répondre à la question, je me demande si il ne s'agirait pas plutôt de s'engager, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en travaillant au quotidien au sein d'une ONG internationale, par exemple. Certains pourront trouver cette position très difficile à tenir. Hein. On peut même avoir une désapprobation des membres de sa propre communauté scientifique, hein, comme s'il y avait une compromission. Mais est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour un engagement qui est un peu plus significatif? Il y a des risques. Quand on travaille dans une ONG, le temps de la recherche n'est pas le même. On n'a pas toujours la possibilité d'aller au fond des choses. Mais par contre, on a accès à beaucoup plus de données et on peut surtout, je pense, ça rejoint peut-être ce que Aïssa disait, essayer d'infuser de l'intérieur une culture de développement de la connaissance plutôt que simplement toujours externaliser à des chercheurs le soin de faire de la recherche. C'est une option. Je pense qu'elle devrait nous permettre, en tout cas, d'accompagner cette grande négociation qu'on appelle donc the Great Bargain. Je pense que c'est cette grande négociation, la chercheuse pour l'accompagner. Pourquoi pas de l'intérieur? Voilà, je terminerai là-dessus. Bah, écoutez, je pense, Vincent, es-tu d'accord pour clore cette table ronde? Malheureusement, on aimerait bien rester avec vous encore plus longtemps. Mais en tout cas, nous, je pense que encore à dire sur la place des chercheurs, mais en tout cas, on va y travailler parce que nous, c'est quelque chose de très important aussi. Tout ce que vous venez de souligner, Aïssa, Arnaud, Dorothea et Alice, on va y continuer à y travailler avec vous tous. On va aussi mieux travailler. Il faut qu'on travaille sur cette courroie de transmission entre justement ces éclairages de la recherche et le fait que ça permette de changer, de produire du changement avec ces ONG et associations qui quand même en font beaucoup avec peu et qui ont tout le temps la tête dans le guidon. Donc, il va falloir aussi qu'on soit plus pragmatique sur cette manière de travailler ensemble en prenant en compte les contraintes et les opportunités de chacun. Donc, j'espère qu'on y arrivera et que petit à petit, même assez vite, ce serait bien, on y arrive en continuant à échanger tous. Vincent, en tout cas, merci à tous. Hein, vous êtes restés jusqu'au bout. C'est assez incroyable. Merci à nos 4 chercheurs qui viennent de plusieurs endroits du monde. C'était vraiment un honneur de passer cet instant recherche avec vous. Vincent, je te laisse le dernier mot. Non, mais merci à tous encore, vraiment, merci. Et puis, poursuivons le travail et cette discussion au cours de prochains événements. Encore merci à tous. Merci Dorothea. Merci Aïssa, merci Alice, merci Arnaud et merci aux
au public qui a été nombreux encore au rendez-vous cette fois-ci. Je vous donne rendez-vous en janvier pour la 3e édition de l'Instant Recherche avec une autre lauréate des prix de recherche de la Fondation 2020, Yasmine Bouaga, sociologue de l'École normale supérieure de Lyon et récente élue de l'agglomération lyonnaise, du 1er arrondissement de la ville de Lyon, voilà, avec qui on va parler de la crise migratoire en Europe et des trajectoires de survie des migrants jusqu'à une trajectoire d'inclusion sociale. Donc vraiment, on va parler encore là une fois de l'apport du rôle, du regard des sciences sociales sur une problématique qui est importante, qui est aussi importante pour les acteurs humanitaires et sociaux. Voilà, rendez-vous en janvier et encore merci à tous. Merci à tous. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci À pour votre bientôt. regard.